Il y a 10 ans, le monde arabe a été balayé par une série de manifestations que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de printemps arabe. Le déclenchement de ces protestations, dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui, a été donné en Tunisie, dans la ville de Sidi Bouzid, où un vendeur local, Mohamed Bouazizi, s'est immolé pour protester contre l'injustice et les humiliations de l'État policier et d'un système économique profondément asymétrique qui a laissé pour compte trop de Tunisiens. 10 ans se sont écoulés depuis, et dans de nombreux pays, l'espoir du printemps arabe a fait place à un sombre hiver arabe. Seule la Tunisie a réussi à faire la transition vers une démocratie stable. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le docteur Monsef Marzouki, qui était un éminent militant des droits de l'homme pendant les années de l'autocratie Ben Ali et le premier président d'une Tunisie démocratique. C'est sous sa direction qu'une nouvelle constitution démocratique a été rédigée et votée et que la voie vers des élections démocratiques a été tracée. Aujourd'hui, nous parlerons de la révolution de jasmin en Tunisie, la transition démocratique et ses défis actuels. Bonjour, docteur Marzouki. Bonjour, merci pour Merci, votre invitation. merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, donc, je propose qu'on commence par le début, par la révolution tunisienne et, en 2011. Pour vous, quels étaient les antécédents, quelles étaient les causes de ces démonstrations au début? Laissez-moi d'abord remettre cette révolution dans le contexte général du monde arabe. Tous les pays arabes sont soumis, depuis les indépendances, au même type de régime, c'est-à-dire le régime fort, le régime policier, le régime d'une élite, soit bureaucratique, soit religieuse, soit idéologique, qui s'est accaparé le pouvoir, qui s'est accaparé les richesses et qui s'est accaparé tous les honneurs. Et donc, la masse arabe a vécu cette confiscation de l'indépendance comme étant une trahison. C'est pour ça que j'ai écrit dans les années 86 un livre qui s'appelle La seconde indépendance, où je disais que nous avons obtenu la première indépendance vis-à-vis de l'occupant étranger, mais en fait, nous avons tout simplement changé d'occupant. Nous avons maintenant un occupant interne et la démocratisation, la démocratie va être pour nous la seconde indépendance. Et ce terme a été repris par la suite par beaucoup de monde. Et donc pour nous, la démocratie, c'est la seconde indépendance. Après être débarrassés d'une élite étrangère qui a accaparé le pouvoir et les richesses, notre travail maintenant, c'est de nous débarrasser d'une élite indigène qui a fait la même chose, et parfois avec plus de cruauté et plus de... regardez ce qu'a fait par exemple la dictature en Syrie. La dictature en Syrie a spolié et tué infiniment plus de Syriens qui n'ont été spoliés et tués sous la colonisation française. Donc ça, il faut mettre ça dans le contexte. Et en 2011 a démarré le processus de libération de ces peuples, donc de ces occupations internes. Ce processus est encore en cours, il ne faut pas croire que ça s'est terminé. C'est un long processus, comme le processus pour l'indépendance, qui a pris 80 ans pour se réaliser. Ce processus de la deuxième indépendance va peut-être prendre, lui, 30, 40 ans. Donc, nous sommes au début d'un processus et non pas à la fin. Donc, il ne faut pas jurer en disant, oui, 10 ans après, la révolution a échoué. C'est comme si on disait pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, voilà, il y a eu une bataille qui a été perdue, donc la guerre est perdue. Non, le processus s'est continué jusqu'à l'indépendance par rapport aux étrangers. Et maintenant, c'est la deuxième indépendance va continuer. Donc, une fois que vous avez bien compris cela, vous comprenez pourquoi il y a eu cette révolution, pourquoi après, en 2016, il y a eu le Hirak en Algérie, au Soudan, au Liban, pourquoi il va y avoir dans les prochaines années aussi des manifestations un peu partout dans le monde arabe. Nous sommes dans un processus donc, de la deuxième indépendance. Alors, la Tunisie a fait correctement les quelques premières années, mais il ne faut pas se faire d'illusions. En 2014, celui qui a été élu contre moi, c'est le chef de la contre-révolution. Donc là, nous sommes dans le processus, si vous voulez, après une révolution, il y a une contre-révolution, après, il y a une révolution contre la contre-révolution, etc. Nous sommes dans le processus. Actuellement, ce qui gouverne en Tunisie, ce n'est pas la révolution, c'est la contre-révolution depuis 1994. Mais la révolution a amené quelque chose de formidable, qui est la constitution, le nouveau système politique. Et aujourd'hui, la contre-révolution essaye par tous les moyens de se débarrasser de cette constitution et de revenir au pouvoir personnel. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, on n'est pas encore sorti d'auberge, comme on dit, le processus continue. Oui, exactement. Et vous parlez de cette constitution. La Tunisie connaît une forte constitutionnalisme, hein.
Et en fait, en 2011, en octobre, ça a été décidé de lancer une assemblée constituante avec des élus, des gens qui étaient élus pour écrire justement cette nouvelle constitution démocratique et pour préparer la voie de la transition. Hem, Comment s'est déroulé ce processus, de rédaction? Comment a été décidé de faire, cette assemblée constituante? Et quels étaient les facteurs importants qui ont joué là-dedans? Oui, ce qui était en jeu en 2011, c'est que c'était une révolution, ce n'était pas un coup d'État. C'est-à-dire et que ce que nous voulions, c'est changer le système politique entièrement, complètement. Donc, créer un nouvel État. Un État qui est basé sur des institutions, sur la loi, un État de droit et des institutions, pour couper court avec l'État qu'on avait hérité depuis l'indépendance, c'est-à-dire qui est l'État du pouvoir personnel, où les institutions ne sont que des simulacres et où la loi, en fait, c'est la volonté du chef. Donc, nous voulions créer un État de droit et des institutions, comme il y en a dans les pays occidentaux, dans les pays développés. Bien, alors pour ceci, qui allait décider de ce nouvel État? Ce n'est pas un individu, sinon on retombe dans le pouvoir personnel. Donc, il fallait créer une assemblée constituante. Et on a créé cette assemblée constituante. Ça a été les premières élections libres et honnêtes depuis que le pays existe. C'est-à-dire qu'on n'avait pas connu d'élections honnêtes depuis 1956. Tout ça, ça a été des simulacres d'élections. Et donc, ça, c'était la première victoire de la Révolution, c'est d'instaurer la volonté du peuple à travers ses représentants. Mais je vous dis une chose, l'écriture de la Constitution n'a pas été écrite par les hommes et les femmes, les 200, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 207 constituants. Ce n'est pas eux qui ont écrit la Constitution. Eux, ils ont délégué ce processus à une petite structure. Et pendant ce temps-là, la Constituante a gouverné le pays parce qu'il fallait que le pays soit gouverné. Donc, elle a élu un président de la République qui a été moi, elle a élu un gouvernement pour gouverner le pays. Et on a donné la Constitution à ce petit groupe d'experts. Sauf que ce petit groupe d'experts, il avait des ordres. Il n'est pas question que 5 individus se réunissent pour écrire la Constitution. Il fallait lancer un débat national. Et ça a été la chose la plus extraordinaire. C'est-à-dire que ce peuple qui n'avait absolument pas accès au débat est devenu un peuple de philosophes. Il y a eu plus que de 400 réunions dans tout le pays, dans tous les villages, dans toutes les structures. Il y a eu des milliers et des milliers de discussions. On a écouté tout le monde, les paysans, les femmes, les représentants des handicapés, toutes les constituants, toutes les parties de la population ont discuté donc de cette constitution. Et ça a été un débat extraordinaire. Ça a été vraiment un débat de philosophes. C'est-à-dire, voilà, un peuple qu'on disait un culte sous-développé qui se transforme en peuple de philosophes, où les gens se battaient pour un mot, se battaient pour une phrase, se battaient pour... et c'était extraordinaire. Ce débat, jamais la Tunisie ne l'a connu. Et je pense qu'il n'y a aucun pays arabe qui l'a connu. Et très peu de pays ont connu ce débat. Et ensuite, ça remontait, donc ça venait de la base, ça remontait jusqu'à la commission qui devait écrire cette constitution. Et en plus du débat il y a eu des débats philosophiques. Est-ce que, par exemple, l'islam, c'est une religion d'État ou c'est la religion de la société? Est-ce qu'on accepte la charia? On n'accepte pas la charia? Qu'est-ce qui donne les lois? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté des hommes, etc. Ça a été donc un vrai débat philosophique. Et ensuite, ça a été un marchandage extrêmement violent entre ceux qui voulaient un régime parlementaire à l'anglaise et ceux qui voulaient un système présidentiel à la française. Et en fin de compte, on est arrivé à une solution mixte pour éviter le retour de la dictature, à savoir que ce serait un système mi-parlementaire, mi-présidentiel, où le président a des prérogatives. Ce n'est pas comme en Allemagne où le président n'a aucun pouvoir. Là, le président en Tunisie, c'est lui qui est le chef de la diplomatie, le chef des armées, mais il ne peut pas devenir dictateur. On a tout fait pour qu'il ne devienne jamais dictateur. C'était ça la hantise, plus jamais de dictature. Donc, on a divisé le pouvoir de telle façon que ni le Premier ministre ne peut devenir dictateur comme Orban en Hongrie, ni devenir dictateur comme en Égypte.
Et donc, ça a été une constitution extrêmement difficile, mais en même temps, on est arrivé à ça. Deuxième chose, on a voulu donner plus de pouvoir au peuple. Donc, on a donné énormément de pouvoir aux municipalités. On a créé la régionalisation, qui malheureusement n'a pas été encore effectuée, pour que les régions s'autodéterminent, notamment sur le plan économique, etc. Et bien entendu, toutes les libertés, notamment, moi j'ai tout fait pour que, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai tout fait pour que les libertés soient garanties. La seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas pu faire passer la peine de mort, là, parce que moi je suis absolument opposé à la peine de mort. Donc j'ai envoyé à la Constituante une demande pour que la peine de mort soit interdite dans la Constitution. Ça n'est pas passé, parce que bon, il y a eu un débat, mais ça n'est pas passé. Donc voilà comment s'est faite la Constitution, et ensuite elle a été adoptée à la majorité quasiment absolue le 27 janvier 2014. Et pour moi, ça a été la naissance de l'état de droit et de l'état des institutions. Et maintenant, le pays vit sous cette constitution, et c'est cette constitution qui protège la population contre le retour de la dictature. Oui, exactement. Vous parlez de ces débats qui ont eu lieu dans toute la Tunisie. Et en fait, même cette constitution, même, elle protège et elle a institué une décentralisation très importante Oui, en Tunisie. Vous avez eu aussi des élections locales il y a quelques années pour la première fois. oui. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur l'importance de ce fait de décentraliser le pouvoir? Bon, la Tunisie, ce n'est pas un grand pays, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, c'est 10 millions d'habitants, c'est 161 000 km², donc c'est un petit pays. Mais en même temps, c'est un pays où il y a des régions qui sont très fortes, avec des personnalités très fortes. Et nous avons dit que, bien entendu, pour ce qui est du développement social et économique, il faut impliquer les gens. Et la seule façon de les impliquer, de les responsabiliser, c'est leur donner du pouvoir. Donc, au lieu d'avoir le système jacobin centralisé, hérité de la colonisation française, on va donner, même si c'est un petit pays, même s'il n'y a pas beaucoup de distance, etc., on va responsabiliser les gens. Donc, on va donner aux gens à la fois la possibilité d'élire leur maire, leurs conseils municipaux, etc., mais en même temps d'élire des instances régionales pour apprendre à travailler ensemble et de développer sur le plan social et économique. Mais malheureusement, c'est pour ça que je vous dis la contre-révolution est revenue au pouvoir, elle a bloqué ce processus. C'est-à-dire l'article 7 de la Constitution qui institue la décentralisation n'a jamais été appliqué parce que justement la contre-révolution, elle est hiérarchique, elle est autoritaire, elle est pyramidale, elle veut que tout le pouvoir soit entre les mains de quelques personnes à Tunis et ça ne les arrange pas que dans les grandes régions du pays, il y a des hommes et des femmes qui prennent des responsabilités. Donc ça aussi, c'est pour le moment, c'est bloqué. C'est bloqué parce que, encore une fois, c'est la contre-révolution et non plus la révolution qui est aux manettes. Oui, et ça nous amène à la situation d'aujourd'hui où la Tunisie traverse de nouveau une crise politique. Il y a des démonstrations depuis quelques mois de nouveau. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer où en est la Tunisie aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste de cet héritage de la révolution et qu'est-ce qui reste à faire pour le futur? L'héritage de la révolution, c'est la Constitution. Parce qu'en fait, encore une fois, je vous disais, la chose fondamentale pour nous, c'était de nous débarrasser de l'État autoritaire, de l'État de l'homme providentiel, de l'État du parti unique, qui a guidé le monde arabe vers la faillite. On a eu des dictatures qui n'étaient même pas comme des dictatures asiatiques, parce que dans les dictatures asiatiques, au moins, il y a une réussite économique. Chez nous, les dictatures arabes n'ont pas réalisé même pas cette réussite économique, ce qui fait que ça a été nous avons perdu 50 années de notre existence. Bien. Donc, pour moi, l'apport de la révolution, c'est cette constitution qui assure à la fois les libertés fondamentales, qui assiste le partage des pouvoirs et qui interdit le retour de la dictature. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Donc, parce que malheureusement, ceci est une règle, quand il y a une révolution, les gens attendent des miracles.
Et quand il ne voit pas arriver ces miracles, et les 3 années où moi j'étais à la présidence, il y avait à la fois l'intervention étrangère, les Émiratis qui voulaient, toute la contre-révolution arabe qui voulait tuer cette expérience dans l'œuf, il y a eu le terrorisme, il y a eu l'instabilité politique, il y a eu le recul du tourisme à cause de la révolution, donc la crise économique s'est aggravée et la contre-révolution a joué sur ça pour que, en 2014, c'est le chef de la contre-révolution, Bejar el-Sepsi, qui a été élu contre moi, qui était le candidat de la révolution. Donc, on s'est dit, OK, au moins, ils vont arriver à, voilà, nous avons la Constitution, nous avons les libertés, nous avons assis l'État de droit. Maintenant, à eux de régler les problèmes économiques et sociaux. Ils n'ont rien réglé du tout. Le pays est entré dans une régression économique encore plus grande et une instabilité politique encore plus grande. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prétexte? Oui, ça c'est la révolution, oui, ça c'est la Constitution, etc. Et aujourd'hui, y compris avec le nouveau président, ils veulent que cette Constitution soit abolie pour qu'on revienne au régime présidentiel, au régime du parti unique, au régime de l'homme unique, de l'homme providentiel, parce que pour eux, si nous sommes dans ces difficultés, c'est à cause de la Révolution et à cause de la Constitution de la Révolution, ce qui est totalement et complètement faux. Mais c'est une bataille, encore une fois, entre ce processus révolutionnaire qui veut instaurer l'état de droit et l'état des institutions et la contre-révolution qui veut revenir à l'ancien système. Et la bataille qu'il y a aujourd'hui, le président actuel ne reconnaît pas la Constitution. Il dit qu'il la reconnaît, mais en fait, il n'en peut pas. Il veut que ce soit lui qui gouverne. Et c'est pour ça qu'il met les bâtons dans les roues de chaque gouvernement qui arrive. Et donc, nous sommes dans une vraie crise politique, parce que tant que vous avez des gens qui ne sont pas prêts à reconnaître la Constitution et à accepter qu'elle fonctionne, la Tunisie est effectivement dans une situation extrêmement difficile. Alors, cette instabilité politique, évidemment, n'est pas bonne pour l'économie. Donc, le pays rentre encore plus dans la crise économique qui aggrave la situation politique et on ne sait pas où on va. On n'est pas près de, mais peut-être pas loin de nouveaux tremblements de terre. Ça n'empêche que la Tunisie est une société civile assez importante, je sais pas, surtout si on compare aux pays voisins, aux autres pays du printemps arabe, où la situation est encore beaucoup pire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est la société civile, les syndicats, comment est-ce qu'eux, ils ont joué un rôle dans cette transition démocratique qu'a traversée la Tunisie? Oui, écoutez, d'abord, il faut bien comprendre que être pauvre, ça ne veut pas dire être arriéré. La Tunisie est un vieux pays de 3000 ans qui a des traditions culturelles, etc. Ce n'est pas parce qu'il a été colonisé ou parce que sur le plan économique, ce n'est pas un pays riche, que c'est un pays sous-développé, dans le sens que c'est un pays développé de tout temps. Vous savez qu'en 1846, la Tunisie a été le premier pays à abolir l'esclavage avant les États-Unis. En 1861, la Tunisie s'est dotée d'une constitution. 1861, la première constitution, bien avant beaucoup de pays européens, etc. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est pauvre, on est sous-développé ou arriéré. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, la Tunisie a été toujours un pays avec même sous l'indépendance, nous sommes le pays qui a eu le syndicat le plus fort dans le monde arabe à partir de 1920. La lutte pour les droits des femmes a commencé en 1923 par Tahar al-Haddad. Donc, c'était une révolution déjà à l'époque. Le droit de vote et le droit à l'avortement a été donné à la Tunisie bien avant beaucoup de pays occidentaux. Donc, il faut bien avoir ça, parce que sinon, on est toujours dans la vieille imagerie coloniale où, oh là là, c'est les pauvres sous-développés qui sont dans... Non, non, attendez, il faut absolument mettre vos montres à l'heure. Donc, la Tunisie est depuis toujours, depuis très longtemps, une société, du fait de sa longue histoire, du fait de sa position géographique, un pays développé sur le plan social et sur le plan mental et sur le plan culturel, etc.
Donc, encore une fois, on a eu les premiers syndicats déjà dans les années 1920, on a eu les premières ligues des droits de l'homme dans les années 60, 70, 80, on a eu les premiers mouvements démocratiques, les premiers mouvements de lutte pour les femmes démocrates, etc., etc. Donc ça a été toujours une société vivante et une société ouverte. N'oubliez pas notre position géographique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et quand vous la comparez, par exemple, à des pays comme l'Égypte ou comme la Syrie ou comme la Libye, vous comprenez pourquoi les choses se sont mieux passées en Tunisie. D'abord, nous n'avons pas contrairement à l'Égypte, nous n'avons pas une caste militaire qui a pris le pouvoir et qui est une véritable caste militaire. Nous, on a une armée qui est une armée disciplinée, formée à la française, c'est-à-dire à obéir au pouvoir civil, à garder les institutions, quelque chose d'important. Par rapport à la Syrie, nous sommes un peuple homogène. On n'a pas les chiites, les alaouites, les machins. Ça va beaucoup aider. Par rapport à beaucoup de pays, nous sommes un pays de classe moyenne. C'est-à-dire, c'est les classes moyennes qui sont les classes dominantes. On n'a pas beaucoup de pauvreté, on n'a pas beaucoup de richesse, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Donc, ce sont ces caractéristiques-là qui ont facilité la transition démocratique. Et, ce sont ces caractéristiques qui vont permettre aussi à la Tunisie de s'en tirer dans l'avenir. Et c'est donc dans ce cadre-là que la société civile a été toujours extrêmement forte. Et la société civile a joué parfois un rôle plus important que les partis politiques. Pour vous donner un exemple, dans les années 80, entre 85, tous les années 80 jusqu'à la moitié des années 90, c'était la Ligue tunisienne des droits de l'homme était la force politique la plus puissante, la plus importante. Et la force sociale la plus importante, c'était le GTT, le parti de Zoué, alors que le parti politique de Destour ne valait déjà plus rien. Donc voilà, c'est la situation en Tunisie, c'est quelque chose de très, très particulier. Il faut avoir l'histoire, la géographie pour bien comprendre ce qui se passe. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui sont les prochaines étapes à prendre pour garantir qu'on ne perd pas les acquis de la révolution? D'abord, sur le plan général, la Tunisie, encore une fois, il faut toujours voir ça dans l'ensemble du monde arabe. Là, il y a actuellement des choses qui bougent en Algérie, des choses qui bougent en Libye. Tout est lié. Quand la contre-révolution l'emporte dans le monde arabe, elle se renforce sur la Tunisie. Et la Tunisie, vous savez, elle peut à n'importe quel moment revenir sur tous les acquis, y compris les acquis de la révolution. Mais pour le moment, les choses se passent relativement bien, c'est-à-dire que toutes les tentatives qui ont été faites pour éliminer la Constitution n'ont pas abouti. Les gens tiennent à cette Constitution et le combat qui va se jouer essentiellement autour de cette Constitution. Si elle est abolie, la révolution s'est terminée. À ce moment-là, il faudra reprendre de nouveau le combat parce que nous allons avoir de nouveau le retour du pouvoir personnel. Actuellement, il y a deux types de menaces. Il y a la menace populiste, c'est-à-dire il y a les gens qui veulent abolir la Constitution pour instaurer le pouvoir de l'homme providentiel et du peuple de façon générale, c'est-à-dire un truc complètement flou de type, comment dire, anarchiste. Et ça, c'est quelque chose de totalement inacceptable pour un pays au XXIe siècle qui ne peut être gouverné que par des institutions et des lois. Et ensuite, vous avez le retour à l'ancien système, c'est-à-dire à une élite corrompue qui va récupérer tout le pouvoir pour elle. Mais encore une fois, ça ne se passera pas comme ça, parce que les Tunisiens ont goûté à la liberté et ils savent que revenir à l'ancien système ne va pas résoudre les problèmes socio-économiques, bien au contraire, il va les aggraver. Donc moi, je garde bon espoir que quand même la révolution va être en mesure, encore une fois, de garder cette constitution. Et après ben, il va falloir résoudre les problèmes socio-économiques et ça va être des accords, des négociations, mais encore une fois, dans le cadre du système politique qui a été mis en place par la Révolution. Je vous remercie pour cette conversation, ça a été très intéressant. Merci Merci beaucoup. beaucoup, au revoir, merci beaucoup.